Titre: La justice en robe noire. Veuillez retirer votre serviette hygiénique. Un agent de sécurité de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle prononça ces mots à l'encontre d'une femme française d'origine vietnamienne de 45 ans. À partir de cet instant, cette femme allait devoir endurer une série d'humiliations dans cet aéroport. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle ne protesta pas une seule fois. Pourquoi? Quelques semaines plus tard, cette même femme apparut dans un tribunal, vêtue d'une robe de magistrat. En la voyant, les visages des agents de sécurité de l'aéroport devinrent blêmes comme la mort. De la manière la plus élégante qui soit, elle venait de prouver que la justice ne disparaît jamais. Mon nom est Lynn Maille Lefebvre. J'ai 45 ans. Il y a 23 ans, je suis arrivé en France, et mes années d'études me semblent encore si proches. Après avoir obtenu mon doctorat à la faculté de droit de la Sorbonne, j'ai commencé ma carrière d'avocate. J'ai obtenu la nationalité française il y a 22 ans. J'ai d'abord travaillé dans de petits cabinets, puis j'ai progressivement pris en charge des affaires majeures. Il y a 5 ans, j'ai finalement été nommée magistrate au sein du système judiciaire français. Je suis marié, sans enfant. Mon mari est également dans le domaine juridique. Nous nous comprenons et nous soutenons mutuellement dans notre travail. C'est pourquoi, lorsque je retourne au Vietnam 3 à 4 fois par an pour voir mes parents, mon mari me soutient toujours sans réserve. Mes parents, à Hanoï, sont âgés et je dois prendre de leurs nouvelles régulièrement. Ce jour-là, le 8 octobre 2024, un mardi, juste après le Tết Trung Thu, la fête de la mi-automne, je me préparais à nouveau à rendre visite à mes parents à Hanoï. J'ai donc pris la voiture pour l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Comme d'habitude, j'avais réservé le vol Air France AF2 158 de 14h30. Après avoir terminé les formalités d'enregistrement, je me suis dirigé vers le hall des départs. Il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude, probablement en raison de l'approche du week-end et des nombreuses familles partant en voyage. Alors que je faisais la queue pour le contrôle de sécurité, ma mère m'a appelé en visio. « Lynn Maille, où es-tu maintenant? » « Je suis à l'aéroport, sur le point de partir. »« D'accord. Ton père est si heureux que tu viennes. Depuis hier, il me demande de préparer ton feu préféré. » En entendant la voix de ma mère, mon cœur s'est réchauffé. Papa voulait venir te chercher à l'aéroport, mais je lui ai dit de ne pas le faire. « Tu as bien fait, maman. Je prendrai un taxi. Ne laisse pas papa se fatiguer. »« D'accord, je comprends. Fais attention sur la route. » Nous avons eu cette conversation chaleureuse en vietnamien, mais j'ai senti une atmosphère étrange. J'ai remarqué que plusieurs agents de sécurité m'observaient. Leur regard était inhabituel. Quand ce fut mon tour de passer le contrôle, il y avait un jeune couple blanc devant moi et un homme blanc plus âgé derrière. Étrangement, les personnes devant moi sont passées rapidement, mais mon contrôle a pris un temps anormalement long. Un agent a examiné attentivement mon passeport et mon billet, puis a chuchoté quelque chose à son collègue. En voyant cela, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. J'ai eu un mauvais pressentiment. L'agent de sécurité a désigné ma valise et a dit « Ouvrez votre bagage, s'il vous plaît ». Cet agent était Jean-Pierre Dubois, le chef d'équipe, un homme blanc d'une 50aine d'années, à la carrure imposante, probablement un ancien militaire. Bien sûr, je comprends. J'ai ouvert docilement ma petite valise. À l'intérieur, il y avait des vêtements, des cosmétiques, des articles de toilette et des cadeaux pour mes parents. Jean-Pierre a pris une boîte de thé d'artichaut vietnamien. Qu'est-ce que c'est? Du thé d'artichaut du Vietnam. Jean-Pierre a examiné la boîte avec suspicion, l'a ouverte et a reniflé le contenu avec un air sceptique. Le détecteur a signalé quelque chose de suspect. C'est vraiment du thé? Que signifie ce qui est écrit en vietnamien dessus? C'est juste le nom du thé et le nom du fabricant. Si vous le souhaitez, je peux vous le traduire. N'importe où. J'ai essayé d'expliquer aussi poliment que possible, mais Jean-Pierre ne semblait pas vouloir écouter, peu importe ce que je disais. Il a pris une expression encore plus suspicieuse et a fait signe à d'autres agents de s'approcher. « Sophie, Luc, venez voir ça. » Une agente de sécurité nommée Sophie Marchand, la trentaine, cheveux bruns et expression acérée, s'est approchée, ainsi qu'un jeune agent d'une 20aine d'années, Luc Bernard, qui semblait mal à l'aise. Cette femme parlait vietnamien au téléphone tout à l'heure. Le détecteur a réagi
et elle transporte des choses étranges. Nous devrions l'examiner plus en détail, a expliqué Jean-Pierre à ses collègues. Le contrôle s'éternisant, les passagers autour de moi ont commencé à me regarder et à chuchoter. J'ai jugé qu'il fallait mettre fin à cette situation rapidement. Excusez-moi, je suis magistrate de la République française. Je ne suis pas une personne suspecte. Roland, j'ai parlé poliment mais fermement, en présentant ma carte de magistrat. C'est une pièce d'identité officielle délivrée par le gouvernement français. Jean-Pierre a pris ma carte, l'a regardée nonchalamment et a éclaté d'un rire méprisant. Et alors? Vous me montrez ça pour que je ferme les yeux? C'est encore plus suspect. Il m'a rendu ma carte d'identité en se moquant. Et puis, une magistrate? Une femme asiatique? Magistrate en France? Je n'ai jamais entendu une chose pareille. C'est une blague? Vous croyez que je vais gober ça? En entendant ces mots, j'ai eu la chair de poule. La colère a commencé à monter. Toutes ces années de travail acharné en France, toute ma carrière juridique, tout semblait être balayé en un instant. Mais je me suis contenu. Je savais que réagir avec émotion ne ferait qu'aggraver la situation. J'ai dit calmement, « Si vous vérifiez cette carte, vous verrez que je suis bien magistrate. Ce genre de choses, ça se falsifie facilement. Vous, les Asiatiques, vous êtes les meilleurs pour ça. » Jean-Pierre a laissé tomber ma précieuse carte d'identité par terre. À cet instant, la fureur a bouilli en moi. C'est alors que Sophie est intervenue, d'une voix moqueuse. « Nous devons procéder à une fouille dans une salle privée. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous avez l'air très suspecte. » Une salle privée? Pourquoi? Y a-t-il une base légale pour cela? Ai-je demandé. Contester la légalité de la procédure était naturel pour moi. Mais la réaction de Jean-Pierre était prévisible. Son expression est devenue encore plus arrogante. La base légale? Ici, la loi, c'est moi. La sécurité de l'aéroport est sous notre juridiction. Une personne comme vous, avec des objets suspects et parlant une langue étrange, doit bien sûr être fouillée. De quel droit parlez-vous de loi? En entendant cette phrase, j'ai compris la nature de cet homme. Abus de pouvoir et racisme anti-asiatique. Combien de personnes avaient dû subir ce genre de traitement avant moi? Je me trouvais à la croisée des chemins. Si je résistais davantage, la situation risquait de devenir incontrôlable et il semblait impossible de résoudre le problème de manière rationnelle. Plus important encore, l'heure de mon vol approchait. Si je perdais plus de temps, je risquais de le manquer. Très bien, allons-y, ai-je dit froidement. Jean-Pierre a affiché un sourire satisfait, pensant avoir gagné. La salle privée était plus petite que je ne l'imaginais, sans fenêtre, créant une sensation d'enfermement. Jean-Pierre, Sophie et Luc m'entouraient. L'atmosphère ressemblait à celle d'un interrogatoire criminel. Maintenant, dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous cachez? Quel trafic essayez-vous de faire vers le Vietnam? Le détecteur a signalé quelque chose, alors n'essayez pas de mentir, a dit Jean-Pierre en posant ma valise sur la table et en commençant à en vider le contenu. Je ne cache rien et je n'ai rien de suspect. Je vais simplement à Hanoï pour voir mes parents. Vos parents? En Corée du Nord? A raillé Sophie. C'était absurde. Non, au Vietnam. Et je suis citoyenne française depuis 22 ans. Letty, citoyenne française? Alors pourquoi parlez-vous vietnamien? Vous ne parlez pas français? Le vietnamien est ma langue maternelle. Lorsque je parle à ma famille, il est naturel que je l'utilise. Ils ne m'écoutaient pas. Ils ont continué à vider ma valise tout en me posant des questions insidieuses. J'ai répondu calmement à chaque question, pensant que c'était le moyen le plus rapide de mettre fin à cette épreuve. Je ne savais pas que cette décision me mènerait à l'expérience la plus humiliante de ma vie. Alors que Sophie me scannait avec un détecteur portatif, elle a semblé trouver quelque chose. Ce jour-là, j'avais mes règles et je portais une serviette hygiénique. Qu'est-ce que c'est? Une serviette hygiénique. Vous en êtes sûr? Nous devons vérifier. Quoi? Vérifier quoi? Oui, vous pourriez cacher quelque chose à l'intérieur. Je n'en croyais pas mes oreilles. N'était-ce pas allé trop loin? C'était clairement du harcèlement sexuel. Du harcèlement sexuel? Nous effectuons un contrôle de sécurité légitime. Le détecteur a réagi. Pourquoi vous agitez-vous autant? On dirait que vous cachez vraiment quelque chose, a rétorqué Jean-Pierre. Savez-vous comment les criminels cachent des objets dangereux?
Ils utilisent toutes sortes de méthodes. Ils pourraient même cacher de la drogue dans une serviette comme la vôtre. Woman Junior, vous voulez rater votre avion? A ajouté Sophie. Si vous n'avez rien à cacher, montrez-nous la serviette. S'il n'y a rien, nous vous laisserons partir. J'étais piégé. Si je continuais à résister, je manquerais mon vol. Mes parents m'attendaient à Hanoï. Je savais à quel point mon père serait heureux de voir sa fille pour la première fois depuis des mois. J'ai serré les poings et après un moment d'hésitation, j'ai dû accepter l'inspection. Ces 20 minutes furent les plus humiliantes de ma vie. En 45 ans d'existence, je n'aurais jamais imaginé subir une telle honte. Ce qui me mettait le plus en colère, c'était l'attitude de Jean-Pierre et Sophie. Aucune culpabilité, aucune excuse. Au contraire, ils se moquaient de moi. « C'est bon, vous pouvez y aller maintenant », a dit Sophie après l'inspection, comme si elle m'accordait une grande faveur. « La prochaine fois, évitez les comportements suspects. Et en France, on parle français, pas votre charabia vietnamien. C'est la France ici. » Je me suis rajusté, le corps tremblant, et j'ai gravé leur visage dans ma mémoire. « Vous le regretterez », ai-je dit d'une voix claire. Jean-Pierre a ri. « Le regretter? On a hâte de voir ça. Oh là là, j'ai peur. Que peut bien faire une femme asiatique? Nous sommes des agents de sécurité de l'aéroport, a ricané Sophie. Nous faisons notre travail, qui est d'enquêter sur les gens suspects comme vous. Vous pouvez vous débattre autant que vous voulez. Vous ne pouvez rien contre nous. Connaissez vos limites. Je n'ai plus rien dit. Parfois, le silence est l'avertissement le plus redoutable. En rangeant mes affaires, je les ai regardées une dernière fois. Jean-Pierre Dubois, Sophia Marchand, Luc Bernard. Ja n'oublierai jamais vos noms ni vos visages. Jean-Pierre a haussé les épaules. L'heure d'embarquement approchant, j'ai rapidement refait ma valise et me suis précipité vers la porte. Heureusement, je ne suis pas arrivé en retard et j'ai pu monter à bord. L'humiliation de ce jour semblait terminée. Mais la véritable histoire ne faisait que commencer. Ils ne savaient pas à qui ils avaient eu affaire, ni quelles en seraient les conséquences. J'ai atterri à l'aéroport de Noirbaï tard dans la soirée. Pendant les 13 heures de vol, je n'ai pas pu dormir, les moments d'humiliation tournant en boucle dans mon esprit. Contre toute attente, mes parents étaient venus me chercher. Voir leur sourire chaleureux a un peu apaisé mon cœur. « Lin Mai, tu as l'air épuisé », a dit ma mère avec inquiétude. Je n'ai rien raconté de ce qui s'était passé à Charles de Gaulle. S'il l'avait su, il se serait inquiété pendant tout mon séjour. J'ai passé une semaine paisible au Vietnam, visitant les quartiers de mon enfance, partageant des repas avec mes parents et revoyant de vieux amis. Mais l'incident de l'aéroport ne quittait pas mes pensées. Une semaine plus tard, je suis retourné en France. Cette fois, dès l'aéroport de Noirbaï, j'étais tendu, craignant que la même chose ne se reproduise à Paris. Heureusement, il ne s'est rien passé à mon arrivée et je suis rentré chez moi saine et sauve. Le lendemain, je suis retourné travailler au palais de justice. Comme d'habitude, je suis arrivé à 8 heures du matin. Alors que je vérifiais mon emploi du temps, mon greffier m'a apporté un nouveau dossier. « Madame la juge, voici une nouvelle affaire qui vient de vous être assignée. Elle semble nécessiter un traitement urgent. De quoi s'agit-il? Une action collective. Concernant un abus de pouvoir et une discrimination raciale par des agents de sécurité de l'aéroport. » Nuée. À cet instant, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Et si, après le départ du greffier, j'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. En lisant le titre sur la couverture, j'ai eu la chair de poule. Action collective de plusieurs victimes contre l'équipe de sécurité de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour abus de pouvoir, discrimination raciale et harcèlement sexuel. En voyant la liste des accusés, mes soupçons se sont confirmés. Jean-Pierre Dubois, 52 ans. Sophie Marchand, 38 ans. Luc Bernard, 29 ans. C'était bien eux. Ceux qui m'avaient fait subir cette humiliation. Le destin ne m'avait pas abandonné. La justice existait encore. J'ai lu le dossier attentivement. Au total, 12 victimes avaient porté plainte. Toutes étaient d'origine asiatique et avaient subi des traitements similaires aux miens. L'affaire avait été déclenchée par un lanceur d'alerte, un agent de sécurité nommé Alain Petit, qui ne supportait plus le comportement discriminatoire de ses collègues. En lisant sa déposition, la colère m'a envahi.
Jean-Pierre Dubois et son équipe harcelaient systématiquement les passagers depuis des années. Combien de personnes avaient été humiliées? L'avocat des plaignants était David Tran, un avocat franco-vietnamien spécialisé dans les droits de l'homme. Stupéfaction. David était un camarade de promotion de la Sorbonne. Depuis nos années d'études, il était passionné par la justice sociale. La situation était parfaite. Il ne restait plus qu'à leur faire comprendre ce qu'est la loi. Le procès était fixé 2 semaines plus tard. Pendant ces 2 semaines, j'ai étudié le dossier en profondeur, recherchant des jurisprudences pertinentes. Je devais m'assurer que leur punition serait juste et exemplaire. J'ai également dû rencontrer David, car j'avais besoin de certains éléments pour le procès. Le jour du jugement arriva. En me rendant au tribunal, j'ai pris une résolution. Je mènerai un procès juste et impartial pour révéler la vérité, sans me laisser influencer par mes émotions personnelles et pour m'assurer que de tels actes ne se reproduiraient plus. À 9h30, je suis entré dans la salle d'audience. Elle était pleine. Du côté des plaignants se trouvaient les victimes et leurs familles. Du côté des accusés, il y avait Jean-Pierre, Sophie et Luc. En les voyant, les souvenirs de ce jour sont revenus avec une clarté brutale. Mais je n'ai rien laissé paraître. Alors que je me dirigeais vers le siège du juge, toute la salle s'est levée. Lorsque le greffier a annoncé l'ouverture de la séance, tout le monde s'est tu. J'ai observé la réaction des accusés. Jean-Pierre et Sophie se sont levés nonchalamment, sans me reconnaître. C'était normal. Ce jour-là, j'étais en civil. Aujourd'hui, je portais ma robe de magistrat. Et pour eux, je n'étais qu'une des nombreuses personnes asiatiques qu'ils avaient harcelées. Assise à ma place, j'ai balayé la salle du regard. J'ai vu des journalistes et des membres d'organisations de défense des droits civiques. L'affaire avait attiré l'attention. Veuillez vous asseoir. Ma voix a résonné dans le silence. L'audience est ouverte dans l'affaire numéro 2024 CI Premiund 1287. Plaignants multiples contre l'équipe de sécurité de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour abus de pouvoir et discrimination raciale. Le greffier a lu le résumé de l'affaire, énumérant les noms des accusés, Jean-Pierre Dubois, Sophie Marchand, Luc Bernard. À chaque nom, j'observais leur visage. Ils ne semblaient toujours pas savoir qui j'étais. Jean-Pierre avait même l'air de s'ennuyer et à bâiller. Voyons voir combien de temps cette arrogance va durer, pensais-je. Maître Tran, la parole est à la partie plaignante. David Tran s'est levé. Madame la juge, mesdames et messieurs du tribunal, sa voix était forte et claire. L'affaire que nous jugeons aujourd'hui n'est pas un simple différend personnel. C'est une affaire qui touche aux valeurs fondamentales d'égalité et de justice que notre République défend. Mais David a ensuite exposé les faits, détaillant comment, au cours des 6 dernières années, les accusés avaient systématiquement et intentionnellement harcelé des passagers d'origine asiatique. Le premier témoin, Madame Tran Thi Hu, une dame de 90 ans, en fauteuil roulant, s'est avancée. « Madame, veuillez décliner votre nom et votre âge », a demandé David doucement. « Je m'appelle Tran Thi Hu, j'ai 90 ans. Je suis né en 1935 au Vietnam. » Sa voix tremblait, mais était audible. « Madame, que s'est-il passé le 12 octobre de l'année dernière ?» Elle a pris une profonde inspiration. « J'allais à Lyon pour le mariage de mon petit-fils. Au contrôle de sécurité, ces gens m'ont emmené dans une pièce privée. Ils m'ont demandé d'enlever mes vêtements pour vérifier. Mon petit-fils leur a dit que j'avais des difficultés à me déplacer, mais ils n'ont pas écouté. » Elle a essuyé une larme. « J'ai vécu beaucoup de choses difficiles en France, j'ai subi beaucoup de discrimination, mais une telle humiliation, c'était la première fois. Vous souvenez-vous de la personne qui a ordonné cela ? » De sa main tremblante, elle a montré le banc des accusés. Cet homme grand, là-bas, le visage de Jean-Pierre Dubois s'est figé. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? J'ai voulu mourir. Sa phrase a résonné dans le silence du tribunal. D'autres témoins ont suivi. Un étudiant franco-chinois de 22 ans, Kevin Chen, qui avait été traité de terroriste potentiel parce qu'il transportait des manuels de mandarin. Un homme d'affaires japonais, Tanaka, qui, en voyage avec sa famille, avait été forcé de se déshabiller devant Sophie Marchand pendant que Jean-Pierre regardait. Enfin, le lanceur d'alerte, Alain Petit,
a témoigné de la culture de racisme systémique au sein de l'équipe, expliquant comment il se faisait des signes dès qu'un passager asiatique se présentait. L'atmosphère du côté des accusés devenait de plus en plus lourde. Jean-Pierre essayait de garder son air arrogant, mais l'anxiété se lisait sur son visage. Sophie chuchotait sans cesse avec son avocat. Seul Luc Bernard gardait la tête baissée. Quand ce fut au tour de la défense, Jean-Pierre a maintenu qu'ils avaient toujours suivi les procédures. Sophie a fait de même. Mais lorsque Luc Bernard a été appelé à la barre, sa réponse fut différente. Je pense que c'était mal, a-t-il murmuré, la voix brisée. Le tribunal a frémi. Qu'est-ce qui était mal, a demandé David. Discriminer les passagers asiatiques, c'était mal. Mais j'étais nouveau, je n'osais rien dire. Luc a levé la tête vers les victimes. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas eu le courage. Son excuse sincère a ému la salle. L'interrogatoire des témoins terminé, David Tran s'est levé pour une dernière fois. Madame la juge, la partie plaignante, souhaite maintenant présenter une preuve décisive. Il a sorti une pile de documents. Voici les archives de toutes les plaintes déposées contre les accusés au cours des 6 dernières années. 52 plaintes au total. 49 d'entre elles ont été déposées par des passagers d'origine asiatique. Un murmure parcouru la salle. Plus choquant encore, toutes ces plaintes ont été rejetées pour manque de preuves ou classées comme procédure de sécurité légitime. Mais aujourd'hui, nous allons prouver que ce n'est pas une coïncidence. La preuve décisive, ce sont les enregistrements des caméras de surveillance de l'aéroport. Meligao. La première vidéo a été diffusée. Madame Trantihu, en fauteuil roulant, emmenée par Jean-Pierre dans la salle privée. La deuxième, Kevin Chen, ses livres en mandarin fouillés un par une Sophie Marchand, suspicieuse. La troisième, la famille de Monsieur Tanaka. Le visage de Jean-Pierre s'est durci. David a fait une pause. Il y a une autre vidéo. La victime de cette vidéo est présente dans cette salle aujourd'hui. Le 8 octobre, une femme d'origine asiatique a subi la même humiliation. Les accusés l'ont traînée dans une salle privée et lui ont imposé une fouille corporelle dégradante. Je suis resté calme, mais mon cœur battait la chamade. Le moment était venu. Vous voulez savoir qui est cette femme? La vidéo vous le dira. Un nouvel enregistrement a commencé. Le 8 octobre, à l'aéroport Charles de Gaulle. On voyait une femme parler vietnamien au téléphone. On voyait les agents de sécurité la regarder avec méfiance. « Ouvrez votre bagage, s'il vous plaît. » La voix de Jean-Pierre a retenti. Une femme asiatique, magistrate en France? Sa voix arrogante a continué. La vidéo montrait la femme emmenée dans la salle privée, subissant l'humiliation jusqu'au bout. Enfin, lorsque la caméra a fait un gros plan sur le visage de la femme, un petit cri a échappé à Jean-Pierre Dubois. Ah! Son visage est devenu livide. Sophie Marchand me regardait avec incrédulité. Luc Bernard s'est couvert le visage de ses mains. La salle d'audience était en émoi. La femme de la vidéo était celle qui était maintenant assise sur le siège du juge. Tout le monde l'avait compris. Une fois la vidéo terminée, un silence de mort s'est abattu sur le tribunal. Je me suis lentement levé. Il est très exceptionnel qu'un juge témoigne depuis son siège, mais ce moment l'exigeait. La victime que vous venez de voir dans cette vidéo, c'est moi. Ma voix a résonné, calme et puissante. Je m'appelle Lynn May Lefebvre, 45 ans, et je suis la magistrate présidant ce tribunal aujourd'hui. L'accusé Jean-Pierre Dubois m'a dit « une femme asiatique, magistrate en France ?» et a bafoué mon identité. L'accusée Sophie Marchand m'a imposé une fouille corporelle humiliante. L'accusé Luc Bernard n'a fait que regarder. Je ne prends pas la parole ici par vengeance personnelle, mais pour défendre la dignité de tous les citoyens et rendre la justice. Pranben, Jean-Pierre a finalement pris la parole. Madame la juge, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que vous étiez juge. Vous ne saviez pas? Ai-je rétorqué. Je vous ai pourtant dit que j'étais magistrate, mais vous avez ignoré mes paroles. L'important n'est pas qui je suis. L'important est que vous auriez dû traiter n'importe quel citoyen avec respect et égalité. Sophie Marchand a éclaté en sanglots. Pardonnez-moi, madame la juge, je suis vraiment désolé. Well, ce n'est pas à moi que vous devez présenter des excuses, ai-je dit fermement.
C'est à Madame Trantihu, à Kevin Chen, à Monsieur Tanaka et à toutes les personnes que vous avez blessées au cours des 6 dernières années. Et vous le ferez, même si c'est depuis une cellule de prison. Après les plaidoiries finales de David, le moment du verdict est arrivé. J'ai pris mon marteau. Dans l'affaire numéro 2024 CIFA 1287, le jugement est rendu. Le silence était total. Les accusés Jean-Pierre Dubois, Sophie Marchand et Luc Bernard ont, au cours des 6 dernières années, abusé de leur autorité pour se livrer à une discrimination raciale systémique contre des citoyens d'origine asiatique. Il s'agit d'une violation grave du principe d'égalité garanti par la Constitution de la République française et d'un manquement majeur aux devoirs des fonctionnaires. Je les ai regardés un par un. En conséquence, l'accusé principal, Jean-Pierre Dubois, est condamné à 4 ans de prison ferme et à une amende de 120 000 €. Son visage s'est tordu de désespoir. Sophie Marchand est condamnée à 2 ans de prison ferme et à une amende de 50 000 €. Elle s'est effondrée. Luc Bernard, compte tenu de sa coopération et de son repentir sincère, est condamné à 1 an de prison avec sursis de 2 ans. De plus, les 3 accusés sont révoqués avec effet immédiat et se voient interdire de manière permanente d'exercer toute fonction publique. Que les gardes emmènent les condamnés. À mon ordre, les gardes se sont approchés. Le cliquetis froid des menottes s'est refermé sur les poignets de Jean-Pierre Dubois. Son arrogance avait disparu. « Madame la juge, s'il vous plaît, une autre chance. »« Vous avez eu de nombreuses chances au cours des 6 dernières années, l'ai-je interrompu fermement. Sophie Marchand a également été menottée. Luc Bernard, bien qu'ayant obtenu un sursis, avait le visage marqué par un profond regret. En regardant ces personnes, autrefois si puissantes, être emmenées piteusement, j'ai ressenti un mélange d'émotions, moins de la joie que du soulagement. La justice avait enfin été rendue. J'ai conclu. Puisse le jugement d'aujourd'hui servir d'avertissement à tous les serviteurs de l'État. Le pouvoir n'est pas destiné à opprimer les citoyens, mais à les protéger. Et la justice finit toujours par triompher. Des applaudissements ont éclaté dans la salle. Les victimes et leurs familles pleuraient et applaudissaient. La justice peut être lente, mais elle n'est jamais absente. J'ai frappé mon marteau, mettant fin au procès. Après le jugement, l'atmosphère au tribunal a changé. Le lendemain, tous les grands médias ont couvert l'affaire. Quelques jours plus tard, je devais prendre un vol pour un déplacement professionnel depuis ce même aéroport, Paris-Charles de Gaulle. Au contrôle de sécurité, tout était différent. Les agents étaient impeccablement polis, le processus rapide et respectueux, non seulement pour moi, mais pour tous les passagers asiatiques. Aujourd'hui, je suis toujours magistrate en France. Jean-Pierre Dubois et Sophie Marchand purgent leur peine. J'ai appris que Luc Bernard, après sa condamnation avec sursis, fait du bénévolat dans une organisation de défense des droits de l'homme pour expier ses fautes. L'aéroport Paris-Charles de Gaulle a mis en place une réforme complète, avec des formations obligatoires sur la sensibilité interculturelle et une augmentation du recrutement de personnel d'origines diverses. À tous ceux qui lisent cette histoire, je veux dire ceci. Lorsque vous êtes confrontés à l'injustice, n'abandonnez jamais. Votre voix, votre courage peuvent changer le monde. Et n'oubliez jamais que, quelle que soit la puissance de l'autorité, quels que soient les préjugés tenaces, ils sont impuissants face à la justice. La justice est vivante et elle gagne toujours. C'est le message que moi, Lin-May Lefebvre, je veux vous transmettre. J'espère que vous deviendrez, vous aussi, une lumière pour la justice, une force qui change le monde. Car la justice n'est jamais le combat d'une seule personne. C'est notre combat à tous.